the last one before we adjourn. Les gens veulent que nous travaillions ensemble. Jean-Paul Lallier est au pouvoir depuis 10 ans lorsqu'il apprend que sa ville sera l'hôte du Sommet des Amériques. Une rencontre où les chefs d'État discuteront d'une zone de libre-échange à l'échelle du continent. Le maire rêve justement d'attirer ce genre d'événement. Pour lui, c'est l'occasion de prouver que Québec est une grande ville capable d'accueillir une rencontre d'envergure internationale. De mémoire, je pense que j'avais écrit au premier ministre pour lui dire que Québec pourrait recevoir une rencontre comme celle-là, etc. Ce que j'avais en tête à ce moment-là, c'est une rencontre qui est plutôt pacifique, où les gens vont discuter sérieusement avec la sécurité dont ils ont besoin, mais en même temps où les gens pourraient en profiter pour voir Québec sur les écrans. Donc, comme maire, ce que tu cherches, c'est de la visibilité pour ta ville, puis une belle visibilité. L'enthousiasme est généralisé à Québec. Les commerçants voient déjà les retombées du Sommet des Amériques comme une manne en plein mois d'avril. La montée d'une opposition radicale à la mondialisation viendra toutefois changer les plans. Let's open the process. Le vent tourne à Seattle, 1 an et demi avant le Sommet de Québec. Des opposants à la mondialisation perturbent une importante réunion de l'Organisation mondiale du commerce. 50 000 altermondialistes se joignent au mouvement de protestation. Les manifestations se transforment en émeutes, le centre-ville est saccagé et les dégâts s'élèvent à 3 millions de dollars. Des militants vêtus de noir et armés de barres de fer affrontent la police et s'en prennent au symbole du capitalisme. Les anarchistes du Black Bloc apparaissent alors à la face du monde. Les organisations policières vont faire tout un travail pour essayer de présenter le Black Bloc comme une espèce d'organisation terroriste internationale, ce qu'elle n'est tout simplement pas. Le Black Bloc, c'est une tactique, c'est une stratégie militante qu'on utilise dans une manifestation. Maxime Fortin a suivi de près l'action du Black Bloc dans les manifestations. Il a même écrit sa thèse de maîtrise en sciences politiques sur la contestation radicale. Lui-même un militant actif en 1999, il voit le Sommet des Amériques comme une tribune idéale pour dénoncer les injustices du capitalisme. C'est une façon de dire qu'il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de ces décennies-là de coupures, de compression qui profitent toujours aux mêmes, qui profitent toujours aux élites possédantes. Nous, tout spontanément, ce qu'on s'est dit, c'est ça y est, le prochain Seattle va être à Québec. 1 an avant le sommet, la gauche québécoise se mobilise. Les plus radicaux envisagent d'avoir recours à la force pour passer leur message. Ces informations circulent librement sur Internet. Des groupes de manifestants sont alors infiltrés par des agents spéciaux. La police apprend qu'ils tenteront de perturber la rencontre. Le Black Bloc sera de la partie. Le renseignement dont nous disposons nous indique très clairement qu'il y a une menace très directe sur Québec. Cette menace, les Américains la prennent très au sérieux. Il ne faut pas que les événements de Seattle se répètent à Québec. Surtout que le nouveau président George W. Bush assiste à sa première rencontre internationale. Au début, j'étais pas conscient du poids de la sécurité dans la ville, et ce poids était essentiellement dû à la présence notamment du président des États-Unis. Puis en même temps, je ne m'étais pas documenté sur ce qui s'était passé avant ailleurs. J'aurais peut-être dû le faire, mais disons que les autorités policières se sont chargées de nous mettre à niveau. Et la meilleure façon d'assurer la sécurité, c'est de se bien préparer. C'est quand la police est mal préparée, qu'elle est prise par surprise, qu'arrivent les bavures policières. Bien, je voyais tout un défi. Serge Ménard est ministre de la Sécurité publique du Québec à l'époque. Il exige une police exemplaire, une police formée pour respecter le droit de manifester. Il ne veut voir aucun geste de brutalité de la part de ces hommes. Le bâton ne sert qu'à deux choses. Contenir, pousser. On ne voulait pas voir un bâton plus haut que la hauteur des épaules. Tous les policiers savaient très bien qu'ils étaient surveillés parce qu'il y avait au-delà de, je pense, de 300 caméras. Et ils avaient tous leur numéro sur leur chapeau. 6 500 policiers de la SQ, de la GRC et des sûretés municipales vont collaborer étroitement pour assurer la sécurité des chefs d'État. Je croyais que nous aurions affaire au Black Bloc, qui était un groupe organisé qui cherchait à ce que les manifestations tournent mal. Et plus il y avait de blessés, plus il y avait de policiers qu'on voyait à taper sur les manifestants, mieux c'était pour eux.
La police ne lésine devant rien pour assurer le bon déroulement de la rencontre. Un périmètre de sécurité va protéger les lieux du sommet. Le quartier historique sera vu à travers le monde, ceinturé d'une clôture de fer. Ce qui est un choc, là, c'est de voir que ta ville est obligée de s'habiller comme ça pour recevoir la visite. Ça, c'est un choc. C'est la première fois au Canada qu'on doit déployer de telles mesures de sécurité. Le périmètre de sécurité de 4 km de long va encercler le centre des congrès et les grands hôtels où logent les dignitaires. Une vingtaine de rues du Vieux-Québec sont interdites à la circulation, à moins de détenir un laissez-passer. L'objectif, protéger les dignitaires et la population. Pour les manifestants, la clôture devient plutôt un symbole, le mur de la honte. Pour en venir à ces fameux accords de libre-échange-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut contraindre les gens dans leur mouvement. Il faut leur construire un mur en plein milieu de leur quartier, en plein milieu de leur ville. Il faut empêcher les manifestants et les manifestantes qui veulent exprimer leur désaccord de pouvoir le faire à proximité des lieux. Donc, c'est vraiment une contradiction. C'est le libéralisme qui se contredit lui-même. Comme bien d'autres manifestants, Maxime Fortin se lance le défi de faire tomber le mur. Il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient l'impression que jamais il allait tomber. Et ça, même dans les groupes les plus radicaux, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que le mur ne tomberait jamais et que c'était une folie totale de vouloir le renverser et de l'attaquer. Serge Ménard prévoit des centaines d'arrestations. Nous allons vider la prison d'Orsainville de façon à ce que nous ne soyons pas pris par surprise. Il faut transférer plus de 500 prisonniers. L'ancien criminaliste veut que tout se déroule dans les règles. Je voulais que les gens soient détenus en vertu de nos principes, que quelqu'un qui n'est pas trouvé coupable doit être détenu comme quelqu'un qui est présumé innocent. Et donc, il fallait avoir de la place. Et c'est pour ça qu'on a accepté de vider et qu'on lui a mis un certain montant. Je me souviens bien, ça a coûté 6 millions. Nous voyez-vous placer plusieurs centaines de personnes dans une soixantaine de cellules? C'est ce qu'il y a dans la grande région de Québec. Et je pense que c'était une stratégie aussi. C'était de faire tellement peur aux gens que ça allait avoir comme conséquence que les gens allaient rester chez eux. Mais c'était une question de transparence. Il fallait qu'on le sache, qu'on le fait. Puis de toute façon, si on n'en parlait pas avec le nombre de personnes qui étaient impliquées dans ces mesures de sécurité, c'est les rumeurs qui auraient couru. Alors nous, on se préparait certainement au pire, avec comme objectif qu'il n'y ait pas de blessés autant que possible, ou le moins possible s'il y en avait, évidemment pas de mort, et puis le moins de dommages aussi à la propriété, surtout les propriétés individuelles. Le maire Jean-Paul Lallier assiste impuissant à la montée de la tension entre la police et les manifestants. Ce n'est pas le genre de visibilité dont il rêvait. Le maire, le conseil municipal, la police municipale, on n'a pas de contrôle. Et ils ont décidé du périmètre, puis ils l'ont installé, puis ils ont payé pour, etc. Moi, ce qui me frappait, c'est à quel point ça défigurait la ville. L'image qu'on voulait projeter à travers la planète de cette rencontre dans une ville du patrimoine mondial, beaucoup de gens à travers la planète la verraient à travers des grillages de poulailler, là. Des grilles importantes, et c'est pas ça qu'on voulait montrer, là. On est préoccupé dans le quartier, je pense, plusieurs personnes là-dessus. On veut pas qu'il y ait de casse, on veut protéger aussi un quartier qui est historique. On pourra plus vivre, finalement, pendant 3 jours. Est-ce que la Ville de Québec serait, en toute situation, en toute occasion, disposée à se tenir debout et à dénoncer toute atteinte aux droits civiques de ses citoyens? Les citoyens et commerçants du Vieux-Québec se sentent piégés à leur tour. Une fois qu'on a défini la localisation exacte du périmètre, puisque ça passait en arrière de chez moi, là, la panique, là, on a commencé à prendre panique. Pas seulement moi, tous les commerçants sur Saint-Jean. Quelques semaines avant le sommet, Clément Saint-Laurent dépose une mise en demeure. Le commerçant veut obtenir l'assurance d'un dédommagement en cas de perte. Aujourd'hui, c'est le cri d'alarme. 2 choses possibles à partir de ce moment-ci. Soit que les autorités décident d'accepter de protéger adéquatement les commerçants du faubourg. L'autre possibilité, c'est de devoir payer les dommages pour tout ce qui pourrait se passer durant le sommet. Alors, c'est ce qu'on attend par une mise en demeure, c'est une réponse. Il n'y a pas un politicien au monde qui va se fermer les yeux, qui va se boucher les oreilles à la suite de ce qu'on vient de faire comme intervention. Je pense que s'ils sont sérieux,
ils vont nous donner une réponse et le plus vite possible. On a réalisé qu'on laissait l'opportunité aux manifestants de prendre toute la rue Saint-Jean face au centre des congrès. Comment on allait faire pour contrôler et puis sécuriser cette rue-là à l'extérieur? Je me suis posé la question. C'est pour ça qu'il y avait toujours de la tension. Clément Saint-Laurent veut protéger son épicerie à tout prix. J.A. est le plus vieux commerce du genre en Amérique du Nord. Sa bataille a duré des mois. Il n'a rien oublié de ces moments angoissants. C'est vrai que c'était dur. Ça a été très... J'ai eu une tension. Quand on a un commerce comme moi, ça, on tient à le sauver. C'est pas quelque chose qui peut se reconstruire, hein? Alors... Il n'y aura pas des chars d'assaut, il n'y aura pas des véhicules de police à tous les coins de rue. Alors, la vie normale à l'intérieur du périmètre, ça va être tout à fait normal, comme s'il n'y aurait pas nécessairement 34 chefs d'État à l'intérieur des murs du Vieux-Québec. Les appels au calme se multiplient à quelques jours du sommet des Amériques. Mais le climat de terreur est bien installé. On n'a pas le choix. Il faut être ici, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut être sur place, c'est les jours et les nuits. Ça a trotté dans la tête de plusieurs commerçants. Est-ce qu'on doit fermer? Est-ce qu'on doit se barricader? C'est quoi exactement la manifestation? À quoi on doit s'attendre? Il y avait toutes sortes de rumeurs à cette époque-là. On disait n'importe quoi. Puis tout ce qui se disait de part d'organismes d'altermondialisation ou d'activistes, on l'écrivait dans le journal, puis ça l'amplifiait encore davantage la peur, la crainte. À moins d'un mois de la tenue du sommet des Amériques, le maire de Québec, Jean-Paul Lallier, affirme que si c'était à refaire, sa ville ne serait pas candidate pour accueillir un tel événement. J'ai manifesté un peu d'impatience par rapport aux forces de sécurité qui, à mon avis, amplifiaient les choses. C'était ma perception. C'était un peu comme si je leur disais, si vous pensez vraiment que ça va être comme ça, ben allez-vous-en chez vous. On ne vous fait pas ici. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va une carte? Ça va? Lorsque le sommet débute le 20 avril 2001, Québec est sous tension. Le quartier historique est bondé de policiers. Il faut montrer son accréditation pour pénétrer à l'intérieur du périmètre. George W. Bush arrive sous haute surveillance. Bienvenue, Monsieur le Président. Le président américain est entouré d'un imposant dispositif de sécurité. À l'Université Laval, des manifestants se préparent maintenant à prendre part au défilé du carnaval anticapitaliste organisé par les plus radicaux. Environ 10 000 personnes y participent, 2 fois plus que prévu. Il y avait énormément d'incertitudes. Énormément d'incertitudes face à ce que nous, en tant que manifestants, on allait être capables de faire, et énormément d'incertitudes face à ce que la police allait faire en réaction à nos actions. Les monarques unis pour abattre les clôtures se sont réunis entre 4 murs afin que le plus petit de leurs murmures meure sous le cliquetis des armures. L'or est au lord à la bataille des murailles. Des altermondialistes provenant des 4 coins des Amériques qui, de toutes les tendances, sont à Québec. L'ambiance est à la contestation, mais pour l'instant, le ton est plutôt festif. Le rappeur Biz est un gars de Québec. Il a pris part aux événements à la fois en tant qu'artiste et comme citoyen. Son expérience au sommet des Amériques lui a inspiré la bataille des murailles. Parce que le périmètre, c'est comme un château. Il y a des gardes devant le château. De l'autre côté, il y a des assaillants qui veulent rentrer. Il y avait même une catapulte à Toutou. On lançait des charrettes enflammées. Il y avait, je trouve, une dynamique de Moyen-Âge là-dedans, vraiment. Pour l'instant, seul coule la salive et les invectives. Des deux côtés de la rive, les regards se rivent. La tension est vive. On est sur le qui-vive en attendant que l'inévitable arrive. Dans ce défilé principalement formé de manifestants pacifiques, le Black Bloc se distingue. À quelques centaines de mètres de la clôture, des vitrines sont fracassées. Il faut se protéger des gaz lacrymogènes. Les médias sont pris à partie. Les manifestants qui ne veulent pas affronter la police sont dirigés dans différents secteurs de la ville. Les autres, environ 2000, se dirigent vers le périmètre de sécurité devant le Grand Théâtre.
Le Black Bloc et quelques centaines de partisans de l'Action directe s'attaquent au mur. C'était pratiquement un groupe paramilitaire dans leur organisation parce qu'ils fendaient la manifestation, c'est ça, au défilé. En fait, ils défilaient, puis eux autres, ils savaient où ils s'en allaient, ce qui allait se passer. Parce que je vais vous dire franchement, jusqu'à temps qu'ils arrivent à la clôture, le Black Bloc, j'espérais encore qu'il arrive à rien. Selon les calculs, on peut percer leur rempart de part en part en haut du château. On lance des carreaux. Certains sont chaos sur le carreau. C'est le chaos, camarades. Camarades. Là, je sais qu'à ce moment-là, Serge Ménard, il commençait à capoter un peu. Mais il y a toujours un petit frisson qui revient, même pour la millième fois. Ça nous a pris 15 minutes à peine de le mettre à terre. Et puis, certains diraient que c'était pas grand-chose, mais c'était un tellement gros pied de nez à l'autorité. L'attaque était tellement sauvage qu'on était dans des bureaux gouvernementaux, nécessairement au-dessus de la place, au 5e étage. Donc, beaucoup du personnel était venu regarder dans les fenêtres. Et puis là, il y a plusieurs personnes qui ne pouvaient pas supporter cette violence-là. Il faut dire aussi qu'ils lançaient des cocktails Molotov. Puis il y a des cocktails Molotov qui tombaient dans le peloton de policiers. Encore là, ils ne bronchaient pas. C'était grisant. C'est un sentiment de fierté parce que tu as l'impression que tu fais partie, tu es témoin d'un moment qui va, à quelque part, marquer un peu l'histoire des luttes sociales. Et puis, tu es fier d'avoir amené une contribution à ça. J'avais l'impression qu'on avait gagné notre pari. Oui, on avait assuré la sécurité. Et puis, on n'avait pas fait de blessés. On avait fait des arrestations. Il y avait eu très peu de dommages. Rien ne se passe comme Jean-Paul Lallier l'avait souhaité. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre retiennent toute l'attention. Ça s'appelle la télé en direct, mesdames, messieurs. Ça se passe sur RDI en ce moment. Les médias, pour faire de belles images qui se vendent à travers la planète, ont préféré des images comme celle-là que des images de manifestations plus pacifiques et qui correspondent plus à la réalité. Donc, les médias créent la perception. Le sommet des Amériques vient pourtant à peine de débuter. Québec s'apprête à vivre une fin de semaine mémorable. Bienvenue, Monsieur le Président. Jour 1. 34 chefs d'État sont arrivés à Québec. Le centre des congrès et le périmètre de sécurité sont protégés par une armée de policiers. Le sommet des Amériques peut commencer, en trame de fond, de bruyantes manifestations. Mais la violence et la provocation sont inacceptables en démocratie. Ce type de comportement que nous avons vu ici cet après-midi de la part de petits groupes d'extrémistes est contraire à tous les principes démocratiques qui nous sont si chers. Very important for us in order to make sure that we can fulfill our hopes to have a free trading hemisphere. Maire de la ville haute, Jean-Paul Lallier se trouve parmi les invités. Il se souvient très bien de sa rencontre avec George W. Bush. C'était au Hilton dans une réception. Et il m'a parlé pendant 15 secondes. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je vous félicite, votre police fait un très bon travail. Je suis resté sans voix, là, parce que moi, je pensais qu'il
Il me dirait comment la ville était belle. Il y a certaines négociations qui ont lieu à l'heure actuelle. Pierre Petitgrou s'attendait à ce dispositif de sécurité sans précédent pour contenir les manifestants. Ministre canadien du Commerce international en 2001, il a vécu les émeutes de Seattle en 1999. Ayant appris, si vous voulez, des déboires au point de vue sécurité que Seattle a représenté, les Américains n'avaient pas prévu le coup. Et comme on essaie toujours de faire mieux que les Américains, on s'est dit, à Québec, nous, le gouvernement canadien, on va s'assurer que les ministres puissent travailler, que les chefs de gouvernement, les présidents des pays puissent travailler. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole au premier ministre du Pérou, M. Javier Pérez de Escuela. Le sommet de Québec est une étape cruciale en vue de la création de la zone de libre-échange des Amériques, un marché potentiel de 800 millions de personnes. Il faut dire non à l'ASLEA. Clairement et simplement non. L'image d'un libre-échange à visage humain, mise de l'avant par les promoteurs de l'ASLEA, n'est que poudre aux yeux. La contestation affecte peu l'humeur des dirigeants. Les manifestants avaient très souvent des demandes bien contradictoires. C'était pas très articulé ou très coordonné. Il y en avait qui étaient là pour sauver les tortues, considérant que le commerce les menaçait. D'autres qui étaient là pour protéger les droits des travailleurs aux États-Unis, donc très anti-Sud, très anti-développement, pour protéger... Alors, il y avait des intérêts de gauche et de droite. Voici que s'ouvre aujourd'hui le deuxième sommet des peuples. En marge de la rencontre officielle, le sommet des peuples donne la réplique aux discussions des chefs d'État. Provenant de la totalité des 35 pays. 2000 représentants syndicaux, des groupes féministes et populaires de toute l'Amérique se rassemblent pour dire non à l'ASLEA. Les accords de libre-échange aggravent les inégalités entre riches et pauvres, entre hommes et femmes, entre pays du Nord et pays du Sud. Je trouvais que c'était une super alternative de dire bon, vous voulez pas nous voir au Palais des Congrès avec les cravates, mais on va parler quand même. Le rappeur Biz participe à l'événement en tant qu'artiste. L'ambiance de secret entourant les pourparlers officiels le dérange. Surtout que les textes des négociations ne sont pas rendus publics comme le souhaitent les manifestants. Ils le seront 2 mois et demi après le sommet. Si ça nous concerne, ben mets-nous dans le coup. Puis si c'est une bonne affaire, arrête de te cacher. Fait qu'il y avait ça, à un moment donné, qui était entretenu. C'est que le secret entretient la méfiance. Monsieur Lallier! Le maire Jean-Paul Lallier veut favoriser la discussion. La ville facilite même l'organisation du Sommet des peuples. Je suis venu vous dire que ce que vous avez à dire est important. Je suis venu vous dire enfin que je partage avec vous l'idée qu'un monde différent est possible. Un moment politique important où des gens venus de partout viennent montrer qu'ils partagent cette volonté, ce rêve de faire les choses autrement. Otra América es posible. Ce projet néolibéral est raciste, sexiste et destructeur de l'environnement. Tu sais, quand on dit, par exemple, on veut un monde sans frontières où tout le monde s'aime puis on est tous des humains, bien, ceux qui veulent un monde sans frontières, ils s'appellent Nike, McDonald's, ExxonMobil, Philip Morris. C'est des grandes multinationales qui, eux autres, veulent pas de frontières parce que les frontières, pour eux, c'est de la tracasserie administrative et ça les emmerde. Tous les consommateurs sont toujours gagnants du commerce international. Au plan des travailleurs, les syndicats ont raison de s'en préoccuper. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut créer du commerce international et adapter des politiques nationales. Chaque gouvernement, dans son propre pays, doit redistribuer les bénéfices du commerce international. Nos gouvernements vont avoir une pression populaire beaucoup plus importante dans les prochaines semaines et dans les prochains mois qu'ils ont eu dans le passé. Cette pression populaire atteint son apogée le samedi, lors de la Grande Marche des peuples. 50 000 personnes répondent à l'invitation des organisateurs. Cette marée humaine s'étend sur plus de 4 kilomètres. Le Québec n'avait pas connu une mobilisation aussi importante depuis longtemps. C'est un moment où les peuples des Amériques se découvrent. Pour éviter des débordements, la Marche des peuples se tient loin du périmètre. Des membres de la FTQ assurent la sécurité. Les marcheurs se limitent aux rues de la Basse-Ville. Les militants plus radicaux, comme Maxime Fortin, sont déçus. Il y a eu une certaine, je ne vais pas
possibilité de collaborer de manière assez étroite, mais disons que pour le bien du mouvement, il a un peu fallu que chacun prenne sa voix. Sa voix, à lui, c'est l'action directe. Défendre la cause en posant des gestes d'éclat pour attirer l'attention médiatique. C'est une chose de se réunir et de parler des méfaits de la mondialisation, mais ça, on peut le faire 365 jours par année. Mais dénoncer physiquement la logique de la mondialisation néolibérale, aller où est-ce que le spectacle est et tenter de le gâcher, ben, on avait 2 jours pour le faire. Une partie des manifestants quitte la Grande Marche des Peuples pour se rendre vers la Haute-Ville. Les plus radicaux et des anarchistes du Black Bloc veulent perturber la rencontre des chefs d'État. Des citoyens et des commerçants se retrouvent au beau milieu des affrontements avec la police. Près du centre des congrès, Clément Saint-Laurent a décidé de garder son épicerie Giamoisan ouverte malgré ses craintes. C'était beau au début. À midi, il y avait une belle fête. C'était très festif. Moi, j'avoue que je me disais, mais mon Dieu, on s'est fait peur pour rien. Son commerce centenaire est situé à l'extérieur du périmètre, près de la clôture. Il appréhende depuis des mois des affrontements. Mais dès que le sommet du peuple est en mouvement en Basse-Ville, c'est là que ça a pris toutes les directions. Des manifestants ont toujours en tête de perturber la rencontre des chefs d'État. Ils pensent pouvoir percer le périmètre juste derrière le commerce de Clément Saint-Laurent. La rue Saint-Jean, c'était le plus beau spot pour un activiste de se faire montrer devant le centre des congrès. Lorsque les Black Blocs sont montés, c'était réellement une bousculade. Ils ont mis le feu dans une poubelle commerciale, un gros container. J'étais sûr que la bâtisse prendrait en feu. Appelé en renfort, un peloton policier repousse les manifestants sur la rue Saint-Jean avec force. La tension est insoutenable. Là, on a senti qu'on n'ouvre plus, là. On n'ouvre plus le magasin. On va rester encore fermé. On va attendre qu'il y ait une accalmie. Avec les gaz lacrymogènes, il n'était pas question d'ouvrir les portes pour rentrer les gaz à l'intérieur. L'air est devenu irrespirable dans le Vieux-Québec. Les manifestants pacifiques ne peuvent même plus s'exprimer. Il n'est pas possible non plus de continuer à chanter. Il n'est pas possible non plus de continuer à scander des slogans politiques. Il n'est pas possible non plus de continuer de danser dans un nuage de gaz lacrymogène. Réellement, je le sentais que sur la rue Saint-Jean, il y avait beaucoup de citoyens. Il y avait beaucoup de gens de quartier qui voulaient absolument éviter que le grabuge s'étende. Dans ce nuage suffocant, le rappeur Biz a aussi vu des citoyens solidaires. Il faut constater de visu c'est quoi. Il faut respirer le gaz lacrymogène. Il faut vivre aussi ce que j'avais pas prévu de vivre, c'est-à-dire l'immense solidarité qu'il y avait parmi les gens qui étaient là, Moi, il y a quelqu'un qui m'a passé un masque à gaz à un moment donné quand j'étais asphyxié carrément. Des gens qui prêtaient du vinaigre avec des mouchoirs pour se protéger des gaz, en fait, des odeurs, des vapeurs toxiques. Donc, il y avait une véritable solidarité entre les gens qui étaient là. Une solidarité mise à rude épreuve par moments. La violence des manifestants plus radicaux est critiquée au beau milieu du sommet. C'est pas la majorité qui ont posé ces gestes-là. Et ceux qui les ont pas posés, je pense, se sont pas sentis couillons, là. Ils ont fait un autre choix. Et ceux qui les ont posés se sont sentis un peu vedettes, se laisser traîner à terre puis tirés par la police. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que parce qu'ils sont masqués, ça fait de eux des voyous? Qu'est-ce que vous savez sur ces gens-là? Il y a tellement de stéréotypes, il y a tellement d'idées fausses qui ont été véhiculées sur les manifestants. Il y a beaucoup de gens qui vont désapprouver nos façons de faire, mais qui, en dépit de ça, vont s'intéresser quand même à nos arguments. Pourquoi on est contre? Dans la nuit, la Basse-Ville devient le point chaud. Des feux sont allumés dans les poubelles, des vitrines sont fracassées.
On construit rien dans une émeute comme ça, on détruit. Mais j'imagine que d'un point de vue personnel, ça doit être assez... il doit y avoir beaucoup d'adrénaline, ça doit être... C'est un sport extrême quand même, là. Il y a des gens là-dedans qui ont commis des actes avec lesquels je suis en accord, d'autres avec lesquels je suis pas en accord, mais à quelque part, chacun est libre de juger ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Au total, en ce qui concerne le sommet des Amériques, il y a eu extrêmement peu de cas. Le service de police a coûté près de 100 millions. Les 3/4 ont servi à la sécurité des dignitaires. Le ministre de la Sécurité publique du Québec à l'époque, Serge Ménard, croit que le déploiement policier en valait le coup. Ils ont agi comme une force d'un pays démocratique, une force disciplinée. Pour lui, la rencontre s'est déroulée comme prévu parce que la police était bien préparée. À mon avis, c'est ce qui s'est fait de mieux au monde par rapport au Black Bloc. Comme je leur ai dit à la fin, là, c'est pas une note parfaite que je leur donne, mais c'est une note de première classe. Selon Serge Ménard, ils ont établi rien de moins que des nouveaux standards mondiaux. Une police véritablement professionnelle, à qui l'on ne peut reprocher aucun acte de brutalité. C'est toujours extrêmement dérangeant d'entendre des choses aussi hypocrites. De la brutalité, il y en a eu des deux côtés. Je veux dire, moi, j'ai jamais prétendu que les manifestants n'ont été que victimes là-dedans. Non, ça a été un affrontement. Mais de dire qu'il n'y a pas eu de cas de brutalité policière, écoutez, là, des gens qui se sont fait tirer dessus à coups de balles de plastique, presque à bout portant, des gens matraqués pour des riens, insultés par des policiers. Ils étaient où? Ils étaient où pour dire des choses comme ça? Nous avons des doutes en ce qui regarde la quantité de gaz utilisé et des doutes très sérieux quant au principe même de l'utilisation de balles, de plastique ou de caoutchouc dans les circonstances. Oui. Maintenant, ils ne nous ont pas proposé d'alternative. Hein. Et je veux dire, je suis content de remarquer que cette surutilisation n'a pas entraîné de blessures. Maintenant, je ne savais pas d'avance combien de gaz lacrymogène il allait tirer. Plus de 5000 bombes de gaz ont été lancées. À court de munitions, la police a même dû s'approvisionner d'urgence aux États-Unis, au beau milieu du sommet. Les policiers ont procédé à 460 arrestations. Mais au centre de détention, le plan du ministre Ménard n'a pas fonctionné comme prévu. Ils ont rentré, ils ont crissé à poil, ils ont tout mis ça dans un sac. Après ça, en cellule à Saint-Ville, bon, on a eu droit à la fouille à nu, on a eu droit à la douche d'eau glacée. Ils ont pitché dans la douche frette, puis le gars, il était là, ah, t'es-tu gay, hein? Puis il arrêtait pas de rire de nous autres au début, genre, t'es-tu gay, hein? Puis il riait de nous autres. On était 4 par cellule, dont 2 lits. Puis moi, j'ai couché à terre la première nuit sur le béton. J'ai été scandalisé le lendemain matin quand j'ai vu que c'était ça. Les critiques de plusieurs personnes arrêtées ont profondément choqué le ministre. D'abord, mon premier réflexe de juriste, c'est que quand tu arrêtes quelqu'un qui est présumé innocent, et il doit être traité comme tel. La décontamination des manifestants gazés n'était pas planifiée. Cette opération a totalement bouleversé les plans. Un médecin qui disait qu'on allait contaminer toute la prison. Et donc, il fallait les limiter dans une aile. Alors, j'avais une prison qui avait 5 ou 6 ailes, qui aurait pu recevoir la totalité des gens qui ont été arrêtés, 475, dans des cellules individuelles, mais ils ont tous été paquetés. Serge Ménard avait prévu ces arrestations massives. Québec avait même dépensé 6 millions pour vider la prison d'Orsainville. Là, j'ai fait la seule colère de ma carrière de ministre, mais j'en ai fait une Moses. Parce que, coudonc, ils savaient pourquoi on avait dépensé cet argent-là, ils savaient quels étaient les buts. Au lendemain du sommet des Amériques, il faut ramasser les pots cassés. Des citoyens ressortent traumatisés de l'expérience.
faut prendre la responsabilité de ces décisions-là, de tenir un sommet en plein quartier résidentiel. Bilan totalement pourri. On a 82 % de moins de ventes que prévu. 700 citoyens et commerçants à l'intérieur du périmètre ont été indemnisés sans trop de difficultés. Le fédéral a versé près de 3 millions. Les autres ont dû se battre pour prouver les pertes encourues. Les belles retombées économiques ne se sont jamais concrétisées pour Clément Saint-Laurent. J'ai jamais été dédommagé. J'ai dû payer un avocat pour refaire une demande officielle et une mise en demeure. Et puis, encore là, j'ai réalisé que dès que la réponse est revenue d'une façon négative, ça me coûtait plus cher d'avocat que ma réclamation comme telle. L'expérience du Sommet des Amériques n'a pas seulement ébranlé les citoyens du Vieux-Québec. Le mouvement altermondialiste a vécu des déchirements. C'est le regret de Maxime Fortin. Au sein même de la gauche, il y a eu une dénonciation souvent assez virulente de l'assaut contre la clôture ou de la résistance active autour du périmètre. Si le Sommet des Amériques, ça avait juste été une grosse marche de 40, 50, 60 000 personnes qui partent d'un stationnement et qui se rendent vers un autre stationnement, je pense pas que ça aurait autant marqué l'histoire des luttes sociales comme ça l'a marqué. Le lobby le plus puissant en politique, ça reste le peuple. Si lui décide qu'il y a quelque chose qui passe pas, si lui décide de sensibiliser des politiciens, ben ça va se faire. Et donc, moi, c'était ma grande leçon citoyenne. Un moment... Moi, je dirais carrément mon baptême de citoyen. Même si le projet de l'ASLEA avorte en 2005 en Argentine, Pierre Petitgrou est satisfait des discussions des chefs d'État au Sommet de Québec. Oui, je pense que ça a été très positif. Certainement pour la charte des droits, progrès de la démocratie, les exigences plus élevées du côté de la justice sociale dans les Amériques. Je pense que c'était un moment de très bonne réflexion. J'avais été content des progrès au niveau de la ZLEA à l'intérieur des délibérations. Ça avait été d'appui très fort que nous avions eu de la part des présidents, des premiers ministres de nos pays. Les ministres du Commerce étaient sortis assez renforcés par le Sommet de Québec. Pour Jean-Paul Lallier, le Sommet de Québec a marqué l'éveil des Québécois aux enjeux de la mondialisation. Mais la contestation a ses limites. Si c'était à recommencer, sachant ce que j'ai vu, ce que j'ai analysé par la suite, je suis convaincu que je ne poserai pas la candidature de Québec pour un événement de cette nature-là. J'avais pas dormi de la nuit. Et puis, je me suis mis à nettoyer le trottoir en face du magasin. Puis des gens sont arrivés, des manifestants, avec des sacs à poubelle, des gants. Puis ils se sont mis à nettoyer la rue. Ça, j'ai dit, c'est fini. C'est la seule image positive que j'ai vue, tout ça même. C'est les jeunes qui me le montrent. Dans ce défilé principalement formé de manifestants pacifiques, le Black Bloc se distingue. À quelques centaines de mètres de la clôture, des vitrines sont fracassées. Il faut se protéger des gaz lacrymogènes. Les médias sont pris à partie. Les manifestants qui ne veulent pas affronter la police sont dirigés dans différents secteurs de la ville. Les autres, environ 2000, se dirigent vers le périmètre de sécurité devant le Grand Théâtre. Le Black Bloc et quelques centaines de partisans de l'Action directe s'attaquent au mur. C'était pratiquement un groupe paramilitaire dans leur organisation parce qu'ils fendaient la manifestation, c'est ça, au défilé. En fait, ils défilaient, puis eux autres, ils savaient où ils s'en allaient, ce qui allait se passer. Parce que je vais vous dire franchement,
jusqu'à temps qu'ils arrivent à la clôture, le Flag Bloc, j'espérais encore qu'il arrive à rien. Selon les calculs, on peut percer leur rempart de part en part en haut du château. On lance des carreaux. Certains sont chaos sur le carreau. C'est le chaos, camarades. Camarades. Là, je sais qu'à ce moment-là, Serge Ménard, il commençait à capoter un peu. Mais il y a toujours un petit frisson qui revient, même pour la millième fois. Ça nous a pris 15 minutes à peine de le mettre à terre. Et puis, certains diraient que c'était pas grand-chose, mais c'était un tellement gros pied de nez à l'autorité. L'attaque était tellement sauvage qu'on était dans des bureaux gouvernementaux, nécessairement au-dessus de la place, au 5e étage. Donc, beaucoup du personnel était venu regarder dans les fenêtres. Et puis là, il y a plusieurs personnes qui ne pouvaient pas supporter cette violence-là. Il faut dire aussi qu'ils lançaient des cocktails Molotov. Puis il y a des cocktails Molotov qui tombaient dans le peloton de policiers. Encore là, ils bronchaient pas. C'était grisant. C'est un sentiment de fierté parce que tu as l'impression que tu fais partie, tu es témoin d'un moment qui va, à quelque part, marquer un peu l'histoire des luttes sociales. Et puis, tu es fier d'avoir amené une contribution à ça. J'avais l'impression qu'on avait gagné notre pari. Oui, on avait assuré la sécurité. Et puis, on n'avait pas fait de blessés. On avait fait des arrestations. Trouvé coupable, doit être détenu comme quelqu'un qui est présumé innocent. Et donc, il fallait avoir de la place. Et c'est pour ça qu'on a accepté de vider et qu'on lui a mis un certain montant. Je me souviens bien, ça a coûté 6 millions. Nous voyez-vous placer plusieurs centaines de personnes dans une soixantaine de cellules? C'est ce qu'il y a dans la grande région de Québec. Et je pense que c'était une stratégie aussi. C'était de faire tellement peur aux gens que ça allait avoir comme conséquence que les gens allaient rester chez eux. Mais c'était une question de transparence. Il fallait qu'on le sache, qu'on le fait. Puis de toute façon, si on n'en parlait pas avec le nombre de personnes qui étaient impliquées dans ces mesures de sécurité, c'est les rumeurs qui auraient couru. Alors nous, on se préparait certainement au pire, avec comme objectif qu'il n'y ait pas de blessés autant que possible, ou le moins possible s'il y en avait. Évidemment, pas de mort. Et puis, le moins de dommages aussi à la propriété, surtout les propriétés individuelles. Le maire Jean-Paul Lallier assiste impuissant à la montée de la tension entre la police et les manifestants. Ce n'est pas le genre de visibilité dont il rêvait. Le maire, le conseil municipal, la police municipale, on n'a pas de contrôle. Et ils ont décidé du périmètre, puis ils l'ont installé, puis ils ont payé pour, etc. Moi, ce qui me frappait, c'est à quel point ça défigurait la ville. L'image qu'on voulait projeter à travers la planète de cette rencontre dans une ville du patrimoine mondial, beaucoup de gens à travers la planète la verraient à travers des grillages de poulailler, là, des grilles importantes, et c'est pas ça qu'on voulait montrer, là. On est préoccupé dans le quartier, je pense, plusieurs personnes là-dessus. On veut pas qu'il y ait de casse. On veut protéger aussi un quartier qui est historique. On pourra plus vivre, finalement, pendant 3 jours. Est-ce que la Ville de Québec serait, en toute situation, en toute occasion, disposée à se tenir debout et à dénoncer toute atteinte aux droits civiques de ses citoyens? Les citoyens et commerçants du Vieux-Québec se sentent piégés à leur tour. Une fois qu'on a défini la localisation exacte du périmètre, puisque ça passait en arrière de chez moi, là, la panique, là, on a commencé à prendre panique. Plus pas seulement moi, tous les commerçants sur Saint-Jean. Quelques semaines avant le sommet, Clément Saint-Laurent dépose une mise en demeure.
Le commerçant veut obtenir l'assurance d'un dédommagement en cas de perte. Aujourd'hui, c'est le cri d'alarme. Deux choses possibles à partir de ce moment-ci. Soit que les autorités décident d'accepter de protéger adéquatement les commerçants du faubourg. L'autre possibilité, c'est de devoir payer les dommages pour tout ce qui pourrait se passer durant le sommet. Alors, c'est ce qu'on attend par une mise en demeure, c'est une réponse. Il n'y a pas un politicien au monde qui va se fermer les yeux, qui va se boucher les oreilles à la suite de ce qu'on vient de faire comme intervention. Je pense que s'ils sont sérieux, ils vont nous donner une réponse et le plus vite possible. On a réalisé qu'on laissait l'opportunité aux manifestants de prendre toute la rue Saint-Jean face au centre des congrès. Comment on allait faire pour contrôler et puis sécuriser cette rue-là à l'extérieur? Je me suis posé la question. C'est pour ça qu'il y avait toujours de la tension. Clément Saint-Laurent veut protéger son épicerie à tout prix. J.A. est le plus vieux commerce du genre en Amérique du Nord. Sa bataille a duré des mois. Il n'a rien oublié de ces moments angoissants. C'est vrai que c'était dur. Ça a été très... J'ai eu une tension. Quand on a un commerce... You will be the last one before we adjourn. Les gens veulent que nous travaillions ensemble. Jean-Paul Lallier est au pouvoir depuis 10 ans lorsqu'il apprend que sa ville sera l'hôte du Sommet des Amériques. Une rencontre où les chefs d'État discuteront d'une zone de libre-échange à l'échelle du continent. Le maire rêve justement d'attirer ce genre d'événement. Pour lui, c'est l'occasion de prouver que Québec est une grande ville capable d'accueillir une rencontre d'envergure internationale. De mémoire, je pense que j'avais écrit au premier ministre pour lui dire que Québec pourrait recevoir une rencontre comme celle-là, etc. Ce que j'avais en tête à ce moment-là, c'est une rencontre qui est plutôt pacifique, où les gens vont discuter sérieusement avec la sécurité dont ils ont besoin, mais en même temps où les gens pourraient en profiter pour voir Québec sur les écrans. Donc, comme maire, ce que tu cherches, c'est de la visibilité pour ta ville, puis une belle visibilité. L'enthousiasme est généralisé à Québec. Les commerçants voient déjà les retombées du Sommet des Amériques comme une manne en plein mois d'avril. La montée d'une opposition radicale à la mondialisation viendra toutefois changer les plans. Let's open the process. Le vent tourne à Seattle, 1 an et demi avant le Sommet de Québec. Des opposants à la mondialisation perturbent une importante réunion de l'Organisation mondiale du commerce. 50 000 altermondialistes se joignent au mouvement de protestation. Les manifestations se transforment en émeutes, le centre-ville est saccagé et les dégâts s'élèvent à 3 millions de dollars. Des militants vêtus de noir et armés de barres de fer affrontent la police et s'en prennent au symbole du capitalisme. Les anarchistes du Black Bloc apparaissent alors à la face du monde. Les organisations policières vont faire tout un travail pour essayer de présenter le Black Bloc comme une espèce d'organisation terroriste internationale, ce qu'elle n'est tout simplement pas. Le Black Bloc, c'est une tactique, c'est une stratégie militante qu'on utilise dans une manifestation. Maxime Fortin a suivi de près l'action du Black Bloc dans les manifestations. Il a même écrit sa thèse de maîtrise en sciences politiques sur la contestation radicale. Lui-même un militant actif en 1999, il voit le Sommet des Amériques comme une tribune idéale pour dénoncer les injustices du capitalisme. C'est une façon de dire qu'il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de ces décennies-là de coupures, de compression qui profitent toujours aux mêmes, qui profitent toujours aux élites possédantes. Nous, tout spontanément, ce qu'on s'est dit, c'est ça y est, le prochain Seattle va être à Québec. 1 an avant le sommet, la gauche québécoise se mobilise. Les plus radicaux envisagent d'avoir recours à la force pour passer leur message. Ces informations circulent librement sur Internet. Des groupes de manifestants sont alors infiltrés par des agents spéciaux. La police apprend qu'ils tenteront de perturber la rencontre. Le Black Bloc sera de la partie. Le renseignement dont nous disposons nous indique très clairement qu'il y a une menace très directe sur Québec. Cette menace, les Américains la prennent très au sérieux. Il ne faut pas que les événements de Seattle se répètent à Québec. Surtout que le nouveau président George W. Bush assiste à sa première rencontre internationale. Au début, j'étais pas conscient du poids de la sécurité dans la ville, et ce poids était essentiellement... Moi, ça.
on tient à le sauver. C'est pas quelque chose qui peut se reconstruire, hein? Alors... Il n'y aura pas des chars d'assaut, il n'y aura pas des véhicules de police à tous les coins de rue. Alors, la vie normale à l'intérieur du périmètre, ça va être tout à fait normal, comme s'il n'y aurait pas nécessairement 34 chefs d'État à l'intérieur des murs du Vieux-Québec. Les appels au calme se multiplient à quelques jours du sommet des Amériques. Mais le climat de terreur est bien installé. On n'a pas le choix. Il faut être ici, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut être sur place, c'est les jours et les nuits. Ça a trotté dans la tête de plusieurs commerçants. Est-ce qu'on doit fermer? Est-ce qu'on doit se barricader? C'est quoi exactement la manifestation? À quoi on doit s'attendre? Il y avait toutes sortes de rumeurs à cette époque-là. On disait n'importe quoi, puis tout ce qui se disait de part d'organismes d'altermondialisation ou d'activistes, on l'écrivait dans le journal, puis ça l'amplifiait encore davantage la peur, la crainte. À moins d'un mois de la tenue du sommet des Amériques, le maire de Québec, Jean-Paul Lallier, affirme que si c'était à refaire, sa ville ne serait pas candidate pour accueillir un tel événement. J'ai manifesté un peu d'impatience par rapport aux forces de sécurité qui, à mon avis, amplifiaient les choses. C'était ma perception. C'était un peu comme si je leur disais, si vous pensez vraiment que ça va être comme ça, allez-vous-en chez vous. On ne vous fait pas ici. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va une carte? Ça va? Lorsque le sommet débute le 20 avril 2001, Québec est sous tension. Le quartier historique est bondé de policiers. Il faut montrer son accréditation pour pénétrer à l'intérieur du périmètre. George W. Bush arrive sous haute surveillance. Bienvenue, Monsieur le Président. Le président américain est entouré d'un imposant dispositif de sécurité. À l'Université Laval, des manifestants se préparent maintenant à prendre part au défilé du carnaval anticapitaliste organisé par les plus radicaux. Environ 10 000 personnes y participent, 2 fois plus que prévu. Il y avait énormément d'incertitudes. Énormément d'incertitudes face à ce que nous, en tant que manifestants, on allait être capables de faire, et énormément d'incertitudes face à ce que la police allait faire en réaction à nos actions. Les monarques unis pour abattre les clôtures se sont réunis entre 4 murs afin que le plus petit de leurs murs meure sous le cliquetis des armures. L'or est au lord à la bataille des murailles. Des altermondialistes provenant des 4 coins des Amériques et de toutes les tendances sont à Québec. L'ambiance est à la contestation, mais pour l'instant, le ton est plutôt festif. Le rappeur Biz est un gars de Québec. Il a pris part aux événements à la fois en tant qu'artiste et comme citoyen. Son expérience au sommet des Amériques lui a inspiré la bataille des murailles. Parce que le périmètre, c'est comme un château. Il y a des gardes devant le château. De l'autre côté, il y a des assaillants qui veulent rentrer. Il y avait même une catapulte à toutou. On lançait des charrettes enflammées. Il y avait, je trouve, une dynamique de Moyen-Âge là-dedans, vraiment. Pour l'instant, seul coule la salive et les invectives. Des deux côtés de la rive, les regards se rivent. La tension est vive. On est sur le qui-vive en attendant que l'inévitable arrive. Dû à la présence notamment du président des États-Unis. Puis en même temps, je ne m'étais pas documenté sur ce qui s'était passé avant ailleurs. J'aurais peut-être dû le faire. Mais disons que les autorités policières se sont chargées de nous mettre à niveau. Et la meilleure façon d'assurer la sécurité, c'est de se bien préparer. C'est quand la police est mal préparée, qu'elle est prise par surprise, qu'arrivent les bavures policières. Je voyais tout un défi. Serge Ménard est ministre de la Sécurité publique du Québec à l'époque. Il exige une police exemplaire, une police formée pour respecter le droit de manifester. Il ne veut voir aucun geste de brutalité de la part de ces hommes. Le bâton ne sert qu'à 2 choses. Contenir, pousser. On ne voulait pas voir un bâton plus haut que la hauteur des épaules. Tous les policiers savaient très bien qu'ils étaient surveillés parce qu'il y avait au-delà de, je pense, de 300 caméras. Et ils avaient tous leur numéro sur leur chapeau. 6 500 policiers de la SQ, de la GRC et des sûretés municipales vont collaborer étroitement pour assurer la sécurité des chefs d'État. Je croyais que nous aurions affaire au Black Bloc, qui était un groupe organisé
qui cherchaient à ce que les manifestations tournent mal. Et plus il y avait de blessés, plus il y avait de policiers qu'on voyait à taper sur les manifestants, mieux c'était pour eux. La police ne lésine devant rien pour assurer le bon déroulement de la rencontre. Un périmètre de sécurité va protéger les lieux du sommet. Le quartier historique sera vu à travers le monde, ceinturé d'une clôture de fer. Ce qui est un choc, là, c'est de voir que ta ville est obligée de s'habiller comme ça pour recevoir la visite. Ça, c'est un choc. C'est la première fois au Canada qu'on doit déployer de telles mesures de sécurité. Le périmètre de sécurité de 4 km de long va encercler le centre des congrès et les grands hôtels où logent les dignitaires. Une vingtaine de rues du Vieux-Québec sont interdites à la circulation, à moins de détenir un laissez-passer. L'objectif, protéger les dignitaires et la population. Pour les manifestants, la clôture devient plutôt un symbole, le mur de la honte. Pour en venir à ces fameux accords de libre-échange-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut contraindre les gens dans leur mouvement. Il faut leur construire un mur en plein milieu de leur quartier, en plein milieu de leur ville. Il faut empêcher les manifestants et les manifestantes qui veulent exprimer leur désaccord de pouvoir le faire à proximité des lieux. Donc, c'est vraiment une contradiction. C'est le libéralisme qui se contredit lui-même. Comme bien d'autres manifestants, Maxime Fortin se lance le défi de faire tomber le mur. Il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient l'impression que jamais il allait tomber. Et ça, même dans les groupes les plus radicaux, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que le mur ne tomberait jamais et que c'était une folie totale de vouloir le renverser et de l'attaquer. Serge Ménard prévoit des centaines d'arrestations. Nous allons vider la prison d'Orsainville de façon à ce que nous ne soyons pas pris par surprise. Il faut transférer plus de 500 prisonniers. L'ancien criminaliste veut que tout se déroule dans les règles. Je voulais que les gens soient détenus en vertu de nos principes, que quelqu'un qui n'est pas